Regardez vos mains. 70% de ce que vous voyez est de l'eau. Votre cerveau, 75%. Votre sang, 83%. Vos poumons, 86%. Maintenant, regardez par la fenêtre. 71% de la surface de cette planète est recouverte d'eau. Des océans si profonds que si vous aplatissiez toute la Terre, l'eau les recouvrirait entièrement sur 3 km de hauteur. L'eau est partout. Dans vous, autour de vous, sur vous, sous vous. Et elle n'aurait pas dû être là. Parce que la Terre s'est formée exactement là où elle n'aurait pas dû avoir d'eau. Dans une zone du système solaire que les astronomes appellent la zone sèche. Trop proche du Soleil, trop chaude pour que la glace survive, trop hostile pour que l'eau existe sous forme solide pendant la formation d'une planète. Et pourtant, vous êtes là, en train de respirer, en train de vivre, fait d'eau, sur une planète qui n'aurait pas dû en avoir. Comment ? C'est la question la plus fondamentale que la science pose sur l'existence de la vie sur cette planète. Et en 20 minutes, vous allez découvrir que la réponse implique des collisions cosmiques, des astéroïdes anciens, des comètes de glace, et peut-être la plus grande chance de toute l'histoire de l'univers. Si ce genre de mystère scientifique vous fascine, abonnez-vous maintenant à Deep Insight. Chaque semaine, nous explorons les découvertes qui changent complètement notre vision du monde. Pour comprendre le mystère, il faut d'abord comprendre comment un système solaire se forme. Il y a 4,6 milliards d'années, là où se trouve aujourd'hui notre système solaire, il n'y avait rien. Juste un nuage de gaz et de poussière, gigantesque, froid, dispersé sur des milliards de kilomètres. Puis, quelque chose le perturba. L'onde de choc d'une supernova voisine, la gravité accumulée de ses propres molécules. Le nuage commença à s'effondrer sur lui-même. Au centre, la gravité comprimait tout de plus en plus fort. La température montait, des millions de degrés, jusqu'au moment crucial où les atomes d'hydrogène commencèrent à fusionner. Le Soleil s'alluma. Et ce qui restait autour de ce nouveau Soleil, tous ces gaz et ces poussières qui n'avaient pas été absorbés, se mirent à tourner en un disque plat. Ce disque, les astronomes l'appellent le disque protoplanétaire. C'est là que tout ce que vous connaissez a commencé. Dans ce disque, un phénomène crucial définit tout ce qui va suivre. La ligne de givre. À une certaine distance du Soleil, la température devient assez froide pour que les molécules d'eau se solidifient en glace. Cette frontière s'appelle la ligne de givre ou la ligne de glace. Au-delà de cette ligne, de la glace. En deçà de cette ligne, pas de glace. La Terre se trouve bien en deçà de cette ligne, à environ 1 unité astronomique du Soleil. La ligne de givre, elle se trouve à environ 2,7 unités astronomiques. Ce qui signifie que quand la Terre se formait, quand ces milliards de rochers et de particules de poussière s'aggloméraient pour créer notre planète, l'eau ne pouvait pas exister sous forme solide, assez près du Soleil pour être incorporée. La Terre aurait dû être complètement sèche, un désert de roches, un caillou stérile, ni plus ni moins que Mercure ou Vénus. Alors, si l'eau ne pouvait pas se former là où se trouve la Terre, d'où vient-elle ? Il y a eu, et il y a encore, 2 suspects principaux, 2 livraisons cosmiques possibles, les comètes et les astéroïdes. Pendant longtemps, les comètes étaient les coupables évidents. Regardez une comète, c'est une boule de glace, de la glace d'eau, de la glace de dioxyde de carbone, mélangée à de la roche et de la poussière. Et dans les premiers milliards d'années du système solaire, des comètes bombardaient les planètes intérieures en quantité massive. Une période que les géologues appellent le grand bombardement tardif. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires votre hypothèse. Selon vous, d'où vient réellement toute cette eau ? Des comètes ? Des astéroïdes ? Ou d'un endroit encore plus improbable ? Il y a environ 4,1 à 3,8 milliards d'années, où d'innombrables corps célestes frappaient la Terre, la Lune, Mars et tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Si chaque comète apportait de la glace et que des milliards de comètes frappaient la Terre, l'addition serait simple, sauf qu'elle ne l'est pas.
Parce que quand les scientifiques ont analysé l'eau des comètes, ils ont trouvé quelque chose qui ne correspondait pas. L'eau n'est pas que H2O. Elle existe en plusieurs versions. La plus importante pour cette enquête, l'eau lourde. Dans l'eau normale, l'hydrogène est l'hydrogène. Mais il existe une version de l'hydrogène avec un neutron supplémentaire. On l'appelle le deutérium. L'eau faite avec du deutérium au lieu d'hydrogène normal s'appelle l'eau lourde, ou D2O. Et voici l'élément crucial. Chaque source d'eau dans le système solaire a un ratio deutérium-hydrogène différent, comme une empreinte digitale. Les scientifiques ont analysé l'eau des comètes. Ils ont mesuré leur ratio deutérium-hydrogène. Puis, ils ont analysé l'eau des océans terrestres. Les ratios ne correspondent pas. L'eau des comètes contient trop de deutérium, 2 à 3 fois plus que l'eau de nos océans. Si l'eau de la Terre venait principalement des comètes, notre eau devrait être bien plus lourde qu'elle ne l'est. Ce qui élimine les comètes comme source principale. Pas entièrement, mais pas comme source dominante. Ce qui nous amène au deuxième suspect, les astéroïdes. Pas les astéroïdes de roches sèches que vous imaginez peut-être, mais une catégorie spécifique d'astéroïdes appelée les chondrites carbonés. Ces astéroïdes, qui se forment au-delà de la ligne de givre, contiennent des quantités significatives d'eau piégées dans leur structure cristalline. Pas de l'eau liquide, de l'eau chimiquement liée aux minéraux qui les composent. Et quand les scientifiques ont analysé le ratio deutérium-hydrogène de ces astéroïdes, le ratio correspondait presque exactement à celui de l'eau de nos océans. C'est le match que les comètes ne pouvaient pas fournir. Mais ça crée un nouveau problème. Ces chondrites carbonés se forment au-delà de la ligne de givre, à 2,7 unités astronomiques minimum, pas sur les orbites des planètes intérieures. Alors, comment des astéroïdes qui se forment loin du Soleil se retrouvent-ils à bombarder une planète proche du Soleil? La réponse est l'une des histoires les plus violentes et les plus belles de toute l'histoire du système solaire. Pendant longtemps, on pensait que Jupiter était juste une grosse planète loin du Soleil, stable, lointaine, passive. On avait tort. Jupiter est le perturbateur le plus important du système solaire, et son rôle dans l'histoire de l'eau sur Terre est crucial. Jupiter est massive, 318 fois la masse de la Terre. Cette masse crée une gravité si puissante qu'elle influence tout ce qui tourne autour du Soleil. Dans les premières centaines de millions d'années du système solaire, Jupiter ne se trouvait pas exactement là où elle est aujourd'hui. Elle a migré. Les modèles de simulation, que les astronomes appellent le modèle du Grand Tac, suggèrent que Jupiter a d'abord migré vers l'intérieur du système solaire, vers le Soleil, avant d'être freiné par Saturne et de migrer vers l'extérieur, vers sa position actuelle. Ce double voyage de Jupiter, vers l'intérieur puis vers l'extérieur, a eu un effet cataclysmique sur la ceinture d'astéroïdes. En passant à travers le système solaire interne, la gravité de Jupiter a perturbé les orbites de millions d'astéroïdes qui se trouvaient sur des trajectoires stables. Des astéroïdes qui étaient au-delà de la ligne de givre, riches en eau, se sont retrouvés projetés sur de nouvelles orbites. Des orbites qui les amenaient vers les planètes intérieures, vers Mars, vers la Terre, vers Vénus. Et là, pendant le grand bombardement tardif, ils frappaient. Des milliards d'impacts. Des astéroïdes chargés d'eau s'écrasant sur une planète sèche, libérant leur eau dans l'atmosphère naissante de la Terre. C'est probablement la principale façon dont l'eau est arrivée sur Terre. Pas des comètes. Des astéroïdes perturbés par la gravité de Jupiter. Mais il y a un problème avec cette théorie. La quantité d'eau sur la surface de la Terre est gigantesque. 1,4 milliard de kilomètres cubes. Ça représente quelque chose d'absolument incompréhensible. Si vous preniez toute l'eau de la Terre, tous les océans, tous les lacs, toutes les rivières, toute l'eau souterraine, et que vous en faisiez une sphère, elle ferait environ 1385 km de diamètre, plus grande que Pluton. Si cette vidéo vous apprend quelque chose que vous n'aviez jamais entendu auparavant, pensez à laisser un « j'aime ». C'est ce qui permet à ce type de contenu scientifique d'être recommandé à davantage de personnes. Pour livrer autant d'eau, il aurait fallu un nombre astronomique d'astéroïdes riches en eau frappant la Terre. Les simulations le confirment. Le grand bombardement tardif était suffisamment intense pour livrer cette quantité. Mais ce n'est pas la seule source, parce qu'il y a une autre théorie, moins dramatique, mais peut-être tout aussi importante. Et si une partie de l'eau de la Terre n'avait pas été livrée de l'extérieur, mais était déjà là, dans les roches primitives qui ont formé la Terre? Ce n'est pas aussi impossible qu'il y paraît.
Les roches qui ont formé la Terre, les planétésimaux, n'étaient pas toutes des roches complètement sèches. Même dans la zone intérieure du système solaire, même à l'intérieur de la ligne de givre, certains minéraux peuvent contenir de l'eau chimiquement liée à leur structure. Des minéraux comme les phyllosilicates, des argiles qui emprisonnent des molécules d'eau dans leur réseau cristallin. Quand ces minéraux étaient incorporés dans la Terre en formation, et quand la Terre se réchauffait sous l'effet des impacts et de la radioactivité, l'eau piégée était libérée, remontant vers la surface à travers les fissures dans la croûte primitive, contribuant aux premiers océans. Les géologues appellent ça le dégazage mantélique. Même aujourd'hui, les volcans rejettent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cette vapeur vient de l'eau piégée dans les roches du manteau depuis la formation de la Terre. Ce qui signifie que la Terre n'a pas juste reçu son eau de l'extérieur, elle en avait déjà une partie dans ses entrailles. Mais voici quelque chose que presque personne ne mentionne quand on parle de l'eau sur Terre. La Lune. La Lune est née d'une catastrophe. Il y a environ 4,5 milliards d'années, peu après la formation de la Terre, un corps de la taille de Mars, appelé Theia, est entré en collision avec la jeune Terre. L'impact était si violent, si colossal, qu'une partie de la matière terrestre et de Theia fut projetée dans l'espace. Cette matière se mit en orbite autour de la Terre et s'aggloméra pour former la Lune. Pendant longtemps, on pensait que cette collision avait détruit toute l'eau que la Terre avait peut-être accumulée jusqu'alors. La chaleur de l'impact était si extrême qu'elle aurait dû vaporiser complètement toutes les molécules d'eau. Mais des analyses récentes de rochers lunaires, ramenés par les missions Apollo, ont révélé quelque chose d'inattendu. La Lune contient des traces d'eau. Pas beaucoup, mais assez pour suggérer que même l'impact de Theia n'a pas tout détruit. Et surtout, les roches lunaires contiennent des isotopes d'hydrogène qui correspondent exactement à ceux de l'eau terrestre. Ce qui suggère que l'eau terrestre et lunaire partagent la même origine. La Lune, ce satellite que vous voyez chaque nuit, porte en elle des traces de la même eau que vous buvez. Et son existence même, cette collision avec Theia, a peut-être joué un rôle crucial dans l'histoire de l'eau terrestre. Parce que la Lune stabilise l'axe de rotation de la Terre. Sans la Lune, l'axe terrestre oscillerait de façon chaotique, des angles de 0 à 85 degrés. Un chaos climatique qui rendrait peut-être l'eau liquide à la surface beaucoup plus instable. La Lune, née d'une catastrophe, est peut-être ce qui permet à l'eau de rester liquide à la surface de la Terre depuis des milliards d'années. Maintenant, arrêtons-nous une seconde. Nous avons parlé de comment l'eau est arrivée, mais nous n'avons pas parlé de pourquoi l'eau est si extraordinaire. Parce que l'eau n'est pas juste un liquide, c'est le liquide le plus bizarre qui existe dans l'univers. Commençons par la chose la plus basique. L'eau est moins dense sous forme solide que sous forme liquide. La glace flotte sur l'eau. Ça semble trivial. Ça ne l'est pas. La quasi-totalité des substances sont plus denses solides que liquides. Une barre de fer solide coule dans du fer fondu. La glace flotte. Et cette anomalie change tout pour la vie. Parce que si la glace coulait, les lacs et les océans gèleraient de bas en haut. Le fond se solidifierait d'abord, puis les couches au-dessus, jusqu'à ce que l'ensemble soit un bloc de glace solide. La vie aquatique telle que nous la connaissons serait impossible. Mais la glace flotte. Elle crée une couche isolante à la surface, qui protège la vie sous la glace du froid au-dessus. Ensuite, l'eau a une capacité thermique exceptionnellement élevée. Elle absorbe beaucoup de chaleur avant de changer de température, ce qui signifie que les océans agissent comme des régulateurs thermiques planétaires. Elles absorbent la chaleur en été. Ils la libèrent en hiver. Maintenant, la température de la planète dans une plage compatible avec la vie. Et puis, il y a la chose la plus étrange de toutes. L'eau est un solvant universel. Presque tout se dissout dans l'eau. Ce n'est pas un accident. C'est le mécanisme de la vie elle-même. Les réactions chimiques qui permettent la vie, la respiration, la digestion, la reproduction, se produisent toutes en solution aqueuse. Les molécules se dissolvent dans l'eau, se déplacent, se rencontrent, réagissent. Sans l'eau comme solvant, les molécules de la vie ne pourraient pas interagir. La vie telle que nous la connaissons serait chimiquement impossible. Pour comprendre à quel point nous avons eu de la chance, regardons Mars. Mars est une planète dans la zone habitable du Soleil. Pas trop chaude, pas trop froide. Théoriquement, elle aurait dû avoir de l'eau liquide à sa surface.
Et elle en avait. Il y a 3 à 4 milliards d'années, Mars avait des océans, des rivières, des lacs, des conditions peut-être similaires à celles de la Terre primitive. Et puis, tout a disparu. Pourquoi ? Mars est plus petite que la Terre. Sa gravité est plus faible. Et cette gravité plus faible a eu des conséquences catastrophiques. Mars n'a pas pu maintenir son noyau chaud assez longtemps. Son noyau s'est refroidi. Et quand le noyau se refroidit, le champ magnétique disparaît. Sans champ magnétique, le vent solaire érodera l'atmosphère. Le vent solaire, ce flux de particules chargées émises par le Soleil, bombarde constamment les planètes intérieures. Sur Terre, le champ magnétique nous protège. Il dévie le vent solaire. Il maintient notre atmosphère. Sur Mars, sans protection, l'atmosphère s'est évaporée. Et sans atmosphère dense, la pression à la surface est trop basse pour que l'eau liquide existe. L'eau s'est transformée en glace, en vapeur directement. Les océans de Mars ont littéralement été soufflés dans l'espace. Ce que vous regardez sur Mars en ce moment, ce paysage rouge et aride, c'est ce que la Terre aurait pu devenir. Si la Terre avait été un peu plus petite, un peu plus froide, un peu moins massive, vous ne seriez pas là. L'eau est restée parce que la Terre est exactement assez grande pour maintenir son noyau chaud, son champ magnétique, son atmosphère et son eau. Mais la taille de la Terre n'est pas le seul facteur. La distance au Soleil joue un rôle tout aussi crucial. Si la Terre était 10% plus proche du Soleil, la température de surface serait assez élevée pour déclencher un effet de serre incontrôlable. L'effet de serre de Vénus. Vénus est couverte d'une atmosphère dense de dioxyde de carbone. La température à sa surface, 462 degrés Celsius. Plus chaud que Mercure, qui est pourtant 2 fois plus proche du Soleil. L'eau liquide, impossiblement absente, évaporée, décomposée par le rayonnement, perdue dans l'espace. Si la Terre était à la place de Vénus, pas d'eau. Si la Terre était 10% plus loin du Soleil, l'effet inverse. Trop froid, les océans gèlent. L'effet albédo, la réflexion de la lumière par la glace blanche, accélère le refroidissement. Plus de glace, plus de réflexion, encore plus froid, encore plus de glace. Une planète entièrement glacée, pas d'eau liquide. La Terre se trouve dans une fenêtre si précise, si étroite, que les astronomes l'appellent la zone habitable de Goldilocks. Ni trop chaud, ni trop froid. Exactement là où l'eau peut être liquide. Et l'eau liquide, comme nous l'avons vu, est la condition absolument nécessaire pour la vie telle que nous la connaissons. Voici quelque chose qui va vous surprendre. L'eau, en tant que molécule, n'est pas rare dans l'univers. L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers, l'oxygène est le 3e plus abondant. 2 hydrogènes, 1 oxygène, H2O. La combinaison la plus simple des 2 éléments les plus abondants. Il y a de l'eau dans les nuages moléculaires entre les étoiles, de l'eau gelée à la surface des astéroïdes, de l'eau dans les queues des comètes, de l'eau sous forme de glace sur les lunes de Jupiter, sur les lunes de Saturne, partout dans le système solaire. Encelade, une lune de Saturne, éjecte des geysers d'eau dans l'espace. Europe, une lune de Jupiter, possède un océan liquide sous sa croûte de glace. L'eau n'est pas rare. Ce qui est rare, c'est l'eau liquide à la surface d'une planète. Et c'est ce que la Terre a, grâce à sa taille parfaite, sa distance parfaite, son champ magnétique, sa lune stabilisatrice, et la livraison cosmique d'astéroïdes perturbés par Jupiter. Un alignement de conditions si précis, si fragile, si improbable, que les astronomes ne savent toujours pas si une autre planète dans notre galaxie possède exactement le même miracle. L'eau qui est sur Terre aujourd'hui est exactement la même eau qui était là il y a 4 milliards d'années. Elle n'a pas été créée, elle n'a pas été détruite, elle a circulé. L'eau que vous buvez ce matin a peut-être été bue par un dinosaure, a peut-être traversé le glacier antarctique, a peut-être composé la cellule d'un être vivant il y a 500 millions d'années. Le cycle de l'eau est le cycle de la continuité de la vie. Les océans s'évaporent, la vapeur monte dans l'atmosphère, se condense en nuages, tombe en pluie, alimente les rivières, rejoint les océans.
Un cycle qui tourne depuis 4 milliards d'années, sans interruption, sans ralentissement, sans fin visible. Et dans ce cycle, la vie est née. La vie a évolué. La vie s'est complexifiée, jusqu'à produire des êtres capables de se demander d'où vient l'eau qui les compose. Nous ne savons pas encore, avec certitude absolue, d'où vient l'eau de la Terre. Les chondrites carbonées, très probablement. Le dégazage mantélique, certainement en partie. Les comètes, peut-être une contribution. Mais ce que nous savons, c'est que l'eau est là parce qu'une série de coïncidences cosmiques s'est alignée parfaitement. Une planète formée exactement à la bonne distance, assez massive pour maintenir son champ magnétique, perturbée par Jupiter qui a envoyé des astéroïdes riches en eau exactement au bon moment, frappée par Theia qui a créé la Lune qui stabilise son axe. Changer un seul de ces facteurs, pas d'eau, pas de vie, pas vous. L'eau sur Terre n'est pas un accident ordinaire. C'est la convergence de milliards d'années d'événements cosmiques qui auraient pu tourner différemment à chaque instant. Et vous êtes composé à 70% de ce miracle. La prochaine fois que vous buvez un verre d'eau, pensez-y. Cette eau a voyagé dans des astéroïdes à travers l'espace. Elle a survécu à la formation d'une planète, à la collision qui a créé la Lune, au grand bombardement tardif, à 4 milliards d'années de cycles incessants, pour finir dans votre verre. La question n'est plus d'où vient l'eau. La vraie question est, mesurons-nous vraiment la chance d'être sur la seule planète que nous connaissons avec de l'eau liquide à sa surface? Parce qu'ailleurs, dans ce vaste univers, des milliards de planètes sèches tournent autour de leurs étoiles, sans eau, sans vie, sans personne pour se poser la question. Si cette vidéo vous a fait voir la Terre sous un autre angle, alors vous êtes exactement au bon endroit. Ici, chaque semaine, nous explorons les plus grands mystères de l'univers, de l'océan et du vivant, avec des faits scientifiques vérifiés et des découvertes qui dépassent souvent la fiction. Abonnez-vous à Deep Insight, activez la cloche et rejoignez une communauté de passionnés qui veulent comprendre le monde. Un mystère à la fois.